Je vais vous présenter mon projet, enfin mon expérimentation. Donc, je suis assistante sociale à l'hôpital Necker depuis presque 10 ans. Et depuis maintenant presque 2 ans, j'ai mis en place une expérimentation qui a été mise en place donc, en lien avec l'hôpital Necker et la fondation Groupama qui est financeur de ce projet. Donc il y a 2 ans, l'idée c'était vraiment de répondre à l'axe médico-social du second plan national maladies rares. Donc l'objectif c'était vraiment la qualité de vie de l'enfant atteint de maladies rares et sa famille. Au départ ça n'a pas été forcément très évident. L'idée c'était pas forcément d'une étude mais quelque chose qui soit très concret pour les familles. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter? Des solutions facilitantes qui permettent un accompagnement fluide, pouvoir coordonner, une meilleure lisibilité, enfin tout ça. Donc c'était beaucoup de choses. On sait donc quand je dis on, c'est donc moi-même avec 5 centres de référence, des associations en fonction des pathologies qui avaient été choisies. Et puis le partenariat avec la fondation Groupama. Et puis bien entendu tous les partenaires, la MDPH, la CNSA, les associations, les écoles, etc. Donc tout ce qui est en lien avec l'accompagnement social. Donc tout au départ, c'était, on a sélectionné 50 familles qui étaient d'accord. Des familles dont l'enfant avait différents âges. Hein. On n'a pas sélectionné en fonction d'un format très précis. Mais voilà, de se dire, bon, on va choisir 10 familles par pathologie. Et puis, on va essayer de décortiquer un peu l'accompagnement social. Et au moment où ça pose problème, où il y a des problématiques récurrentes, de se dire, on va trouver des outils, on va trouver quelque chose qui permettrait de fluidifier et du coup d'en tirer des leçons pour les autres familles. La première question que je me suis posée, c'était mais finalement, pourquoi dans l'accompagnement social est différent dans les maladies rares? Parce que dans beaucoup, quand je le présentais à l'hôpital Necker, on me disait les maladies chroniques aussi, c'est compliqué. Quand on a une maladie invalidante, c'est compliqué. Et puis finalement, au fur et à mesure, je me suis dit, oui, mais finalement, il y a 4 ans d'errance de diagnostic, donc on se retrouve avec des familles qui sont déjà épuisées. Parce qu'à essayer de trouver des solutions, elles sont arrivées de loin quelquefois, elles sont arrivées de partout en France et du coup l'éloignement fait que c'est difficile. Et puis, le fait de ne pas trouver d'interlocuteur proche du domicile, d'essayer de trouver, d'identifier les bonnes personnes, etc., ça a été très difficile. Donc c'est déjà un parcours du combattant, déjà avant même d'avoir eu un diagnostic ou au moment du diagnostic. Donc l'objectif pour cette expérimentation, c'est de proposer un accompagnement social innovant et approfondi pour les familles. Donc les familles sont acteurs parce que quelquefois je peux leur demander un petit peu leur avis, qu'est-ce que vous pensez de cet outil, etc. Mais ils sont aussi bénéficiaires de cet accompagnement. Et puis de créer des outils innovants ou pas forcément très innovants, qui existent, mais qu'on a oubliés ou alors qui n'ont pas été communiqués. Alors dès le départ, l'idée c'était vraiment d'identifier à quel moment ça posait problème. Et dès le départ, je me suis rendu compte que d'une assistante sociale à l'autre, l'accompagnement n'était pas le même. Il y avait des assistantes sociales qui se disaient tiens, quel est votre problème? Vous avez un problème de logement. Tout de suite, on va répondre à cette problématique-là, mais on ne prend pas en compte la prise en charge globale. C'est-à-dire, vous habitez dans quel milieu, à quel endroit, dans un milieu rural, urbain, etc. De prendre en considération toute cette... Tout le lieu de vie, la famille, le soutien que pouvait bénéficier la famille. Et du coup, ce qu'on a proposé, c'est une grille d'entretien standardisée. Donc dès le départ, comme ça, l'accompagnement était le même pour tout le monde. Et l'évaluation, le même. Je vais détailler parce que là, en fait, j'ai un peu listé tous les outils et tout ce qu'on a pu mettre en place, mais je vais les détailler ensuite. Donc, ça, c'est tout ce qui a été identifié comme point de rupture ou en tout cas difficulté dans l'accompagnement. Et je vais vous les détailler. Donc cette grille d'évaluation, alors elle n'était pas forcément innovante parce qu'une assistante sociale au départ évalue normalement de cette façon-là. Donc on a repris un peu les fondamentaux. Et ce qu'on a mis un petit peu en avant et de nouveau, si j'ose dire, c'est de se dire
Bon, cette famille, voilà, ok, d'accord. Donc on prend en compte toute la situation familiale, ce que je vous disais, le lieu géographique, etc. Et puis la prise en charge au quotidien, comment la famille s'organise, comment ils ont essayé de trouver un équilibre au quotidien. Et puis de se dire, bah, voilà, vous, parents ou l'enfant, selon l'âge, c'est quoi votre priorité là? Qu'est-ce que je peux vous apporter de nouveau? Et en fait, on a eu des réponses un peu étonnantes, ou en tout cas auxquelles je ne m'attendais pas, ou on ne s'attendait pas avec les assistantes sociales, notamment une famille, je me rappelle d'une maman qui m'avait dit, bah, moi, ce que je souhaiterais, c'est de changer, me réorienter au niveau professionnel. Alors, enfin, on s'était déjà mis en place, enfin, dans notre tête, on s'était dit, bon, le plan d'aide, ça va être, on va proposer une prestation de compensation du handicap par rapport au logement, un aménagement de ça, de ci, de ça. Et puis, en fait, finalement, elle me dit, bah, non, moi, vraiment, ce que je souhaiterais, c'est une réorientation. J'étais dans le marketing, la com, et ça me va plus. Je voudrais quelque chose de beaucoup plus humain. Alors, du coup, ce qu'on a proposé, bah, c'était un mode de garde pour sa fille. Du coup, de proposer de voir des professionnels et de trouver un peu son orientation. Et au lieu de se dire, bon, bah, à la fin de l'évaluation, voilà tout ce que vous avez à faire. Alors, bah, il y a le renouvellement du 100%, ou alors le premier 100% à faire, la demande d'AEH, etc. Au lieu de faire tout ça, de se dire, on va le faire en fonction de la demande de la famille. Et ça a fonctionné, parce que là, ça fait un peu plus d'1 an. Finalement, on continue de suivre la famille et ça marche. Parce que beaucoup d'assistantes sociales me disaient, oui, mais on les voit une première fois, on leur dit tout ce qu'il y a à faire, et puis on ne les revoit plus, ces familles. Alors, je les ai rappelés, ils m'ont dit, non, mais vous avez vu toute la liste qu'on m'a donnée de choses à faire, c'était impossible à faire, et je ne savais même pas par quoi commencer. Donc voilà, c'est de commencer, c'est de prioriser avec la famille et de suivre un calendrier bien précis. On se voit tous les mois, on s'appelle tous les mois, voilà, pour voir un petit peu où on en est, où vous en êtes, etc. Et puis aussi, cette grille, ou en tout cas ce questionnaire, ça permettait aussi de remplir le projet de vie ensuite. Parce qu'on avait tous les éléments. Donc on n'avait pas à tout refaire avec la famille en disant, bah voilà, pour le projet de vie, dans la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il faut mettre ça, 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 ça. Il suffisait de reprendre ce questionnaire, les réponses, et de les transposer dans la demande d'AEH. Quand on a retravaillé avec la CNSA justement sur le nouveau dossier d'AEH, d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, on a repris aussi certains items que j'avais mis dans cette grille d'évaluation. Ensuite, le gros problème, c'est la coordination entre tous les acteurs. Donc, on a essayé de trouver un petit carnet. Un petit carnet pour les familles. Alors, peut-être que ça avait déjà été fait, mais en tout cas, on a essayé de le retravailler, et on le retravaille encore, hein, parce qu'il y a toujours des choses à mettre, mais on ne voulait pas quelque chose de très exhaustif non plus, de tout y mettre, mais que ce soit un petit carnet, un petit aide-mémoire aussi, de se dire, bah tiens, la demande d'AEH, je l'ai fait à telle période, il faut que je le renouvelle à tel moment. Ah bah tiens, c'est vrai que le 100%, à partir de 16 ans, c'est forcément le médecin généraliste qui le fait, et c'est plus le spécialiste. Enfin, ce genre de petites choses en plus, qui permettraient à la famille d'avoir des petites indications, et puis de pouvoir noter et de travailler. C'est vraiment quelque chose qui appartient à la famille. Et puis, à chaque fois qu'on les revoit, qu'on revoit cette famille, bah, je leur demande, bah, vous en êtes où, qu'est-ce qui s'est passé, et donc, ils me remettent aussi ce carnet. J'ai une question sur ce carnet. Il est logotypé Necker. Ouais. Il existe, il est diffusé actuellement? Ah non, pas du tout. Pas encore? Il est juste, il est utilisé par les 50 familles parce qu'il est toujours en phase test. Là, ce qu'on fait, là, l'expérimentation, c'est vraiment des tests. Donc, il n'y a aucun résultat définitif. Les résultats définitifs seront à la fin de l'année 2017. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les 50 familles et qui est réadapté et réévalué très régulièrement. Et donc, à terme, on peut imaginer qu'à la fin de l'expérimentation, ça deviendra un document officiel qui sera possible de mettre à disposition de tous, au-delà de Necker. Oui, l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, tous les outils ou toutes les méthodes qui marchent puissent être diffusées pour tout l'accompagnement médico-social, dans tous les centres de référence, centres de compétences, etc.
Après, comment pérenniser, comment transmettre tous ces outils, enfin, c'est encore des choses que l'on travaille et que l'on va travailler là à la fin de l'année. Ensuite, il y a Compilio. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Compilio ou en ont déjà entendu parler. Oui. C'est un carnet numérique médico-social. Ça a été construit par R4P, c'est une association, un réseau d'associations en Rhône-Alpes avec les hospices civils de Lyon et l'ARS pour mettre en place ce carnet numérique. En fait, c'est un document qui est accessible et gratuit sur Internet et qui permet un partage de documents. Pour l'instant, il est utilisé qu'en Rhône-Alpes, il est en cours d'expérimentation aussi. Je l'utilise avec certaines familles pour voir un petit peu comment... le but, c'est de coordonner, de mieux coordonner, c'est-à-dire que, par exemple, la famille ouvre le Compilio, se dit, bah, tiens, quel professionnel suit mon enfant, et puis que les professionnels puissent se mettre en contact et en lien, et que tous les documents y soient. C'est-à-dire que la famille permet de partager, ou en tout cas une lecture par tel ou tel professionnel. Donc ça peut être aussi les kinés, ergothérapeutes, l'assistante sociale, le médecin spécialiste, etc. Il y a une chose aussi que j'ai oubliée, c'est que ces outils, ils sont utilisés par les 50 familles, mais ils sont utilisés aussi par des familles qui sont au CHU d'Amiens et dans une halte garderie à Trotte-Lapin, le carnet de liaison et la grille d'entretien standardisée. Parce que je me suis dit que finalement, fallait peut-être aussi ouvrir et qu'il n'y avait pas aussi que l'hôpital Necker, mais peut-être ouvrir à d'autres CHU ou en région pour voir un petit peu comment ça fonctionne et pour avoir les bonnes pratiques aussi des autres hôpitaux. Donc ça, c'est toujours Compilio en fait. Donc c'était pour vous montrer vraiment, c'est un échange des informations, partager un dossier patient, consulter à distance, coordonner un parcours, être acteur de ma prise en charge, rechercher une structure, il y a tout ça dans Compilio. Ensuite, l'accès à l'information. Alors ça, c'est encore un peu en phase d'idée ou de test, je ne sais pas comment ça va se mettre en place. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de familles n'avaient pas du tout accès dès le départ aux informations, aux allocations, à l'orientation, à la scolarité, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les placards de Necker, il y avait des infos partout et des fiches pratiques partout, etc. Mais elles ne s'étaient pas transmises. Et je me suis dit, bah, si on pouvait prendre toutes ces informations, toutes ces fiches qui existent, etc., et les mettre dans une même pochette, ça serait peut-être pas mal. Et que le médecin puisse le donner dès le départ au diagnostic pour au moins dire, bah, vous savez, il y a une assistante sociale à l'hôpital, parce que tout le monde ne le sait pas. Et j'ai rencontré beaucoup de familles où l'enfant avait presque 10 ans et ça faisait des années qu'ils étaient suivis ici et qu'en fait, ils n'avaient jamais vu d'assistante sociale parce qu'ils n'en éprouvaient pas le besoin au départ, parce qu'ils n'en ont jamais vu une et ils ne comprennent pas pourquoi en voir une, parce que ça ne fait pas partie aussi de leur culture et tout ça. Donc finalement, l'assistante sociale, on lui oriente toujours les familles les plus précaires, qui sont déjà dans une certaine précarité, mais pas celles où la maladie va engendrer un certain isolement, une précarité, etc. Donc de pouvoir dire, bah voilà, on donne cette pochette, tout le monde aura la même information, peut-être que déjà ça pourra, alors ça n'aide pas au quotidien, etc., mais déjà ouvrir des portes, et puis dans cette pochette, bah, au fur et à mesure, de ne pas tout regarder d'un seul coup parce qu'il y a trop de choses, mais de pouvoir se dire, bah tiens, ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça, et puis de regarder, et puis de garder cette pochette, et puis d'y mettre le carnet de santé également dedans. L'ouverture des droits, c'est assez compliqué. Bon, vous connaissez la MDPH, la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'il faut renouveler tous les ans et c'est compliqué, qu'est-ce que je mets dans le projet de vie, etc. Et puis je me suis rendu compte que, parce que souvent on a les retours en disant les MDPH ne travaillent pas de la même façon, c'est pour ça qu'on a des réponses différentes, etc. Et puis j'ai essayé de faire un parallèle sur les mêmes pathologies avec des enfants qui ont à peu près le même âge. Puis je me suis rendu compte que finalement, par exemple, pour prendre un exemple là, il y avait une famille qui était en Normandie, l'enfant a une maladie osseuse, une maladie osseuse constitutionnelle, un autre enfant qui est en région parisienne, et puis la maman en région parisienne n'a rien rempli dans le projet de vie parce que
il y a trop d'administratifs à faire. Elle m'a dit non, je me sens pas capable d'écrire, etc. Et puis l'autre maman qui est en Normandie, qui a mis tous les comptes rendus, qui a détaillé tout au quotidien, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que cette dame en Normandie bénéficiait d'une PCH presque 1 200 € et l'autre qui a une petite AEH avec un complément 2. Et j'ai regardé les dossiers, effectivement, rien à voir. Il y avait rien qui avait été complété par une des deux mamans et puis l'autre où elle avait mis toutes les informations nécessaires. Donc finalement, on a fait un recours avec celle qui n'avait rien mis, pas de projet de vie, etc. Et puis elle a eu l'équivalent de cette maman en Normandie qui avait une PCH et une prise en charge globale et quelque chose qui répondait vraiment à ses besoins. Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est d'autonomiser aussi les familles et de se dire faut aussi leur donner les clés et les outils pour qu'ils permettent d'avoir des réponses satisfaisantes. Parce qu'on dit toujours, alors peut-être aussi qu'il y a une différence dans les traitements, etc., mais je ne crois pas que. Et je pense que vraiment de pouvoir donner les clés à toutes les familles et de se dire voilà ce qu'attend la MDPH, voilà comment vous pouvez être aidé, par qui, et puis qu'est-ce que vous pouvez y mettre pour répondre, pour qu'il y ait une réponse satisfaisante de vos besoins. Et donc on va mettre en place, je suis en train de travailler sur des vidéos tutoriels de 2-3 minutes, voilà, une demande d'AEH, comment on peut remplir cette demande, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le projet de vie, qu'est-ce que la MDPH attend de ce projet de vie et de cette demande, de ce dossier. Donc c'est en cours de construction, cette vidéo. La scolarité, mais peut-être que Laurence en parlera mieux que moi et davantage. On a mis en place avec la cellule handicap un guide de scolarité. Bon, il y en a eu plusieurs d'ailleurs de guides de scolarité par d'autres associations aussi. En fait, c'était de donner toutes les informations. C'est ce qu'on a travaillé avec tous les enseignants ici à Necker, avec la cellule handicap. Et on donne ce guide aux familles à chaque fois quand on nous pose des questions sur la scolarité, avec des références aux articles de loi, etc. C'est ce qu'on a mis en place. Et puis, dans cette expérimentation, j'ai rencontré des familles aussi où l'enfant n'est pas scolarisé malheureusement. Et on a essayé de mettre en place des parcours partagés. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport PIFTO sur justement zéro sans solution. Et ça, vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Ah bon, moi, je peux en parler alors. En fait, il y a eu un rapport l'année dernière sur justement la scolarité parce qu'il manque des établissements, ça on le sait, et puis nous, à notre niveau, on ne peut rien y faire. Donc, on essaye de mettre en place des parcours partagés. Alors, ça veut dire un peu d'école, un peu d'IME, etc., pour essayer de combler un peu les cases comme on peut. Et avec plusieurs enfants, on a essayé de mettre en place ça. Ça fonctionne pour l'instant. Après, ce n'est pas l'idéal, mais c'est un peu un jeu de Lego, j'ai envie de dire, parce que voilà, on essaye de dire bon le lundi matin, ça sera CMP, après un petit peu de CAMS, un peu d'IME, une demi-journée par-ci par-là, et puis essayer au moins que la socialisation soit là, quoi, que l'enfant soit pas toujours à domicile et que ça soit un poids pour les familles. Donc voilà. Le parcours partagé, bon, c'était beaucoup ça, ce rapport. Et du coup, ce que va être mis en place à la MDPH au 1er janvier 2018, c'est justement une commission spécifique qui permettra ça s'appellera dispositif permanent d'orientation. Quand il y a vraiment une difficulté avec un enfant qui n'est pas scolarisé, la situation pourra être examinée lors de cette commission pour trouver des solutions. Et dans ce rapport, alors je vais vous épargner les 96 pages parce que c'est assez long, mais en tout cas tout ce qui est remis, tout ce qui est listé comme difficulté, il n'y a pas de bonne réponse individualisée, il n'y a pas de bonne réponse, mais il faut qu'on puisse trouver des réponses individualisées, retrouver de la souplesse, mettre en place des procédures dérogatoires, c'est-à-dire que les IME acceptent que ça soit une demi-journée de temps en temps et puis que les crèches prennent peut-être plus longtemps l'enfant, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. Construire des réponses nouvelles, même s'il n'y a pas de réponse idéale. Ensuite,
Dans cette expérimentation, j'ai transmis un questionnaire pour savoir un petit peu comment ça se passait à la maison en termes de, voilà, au niveau de la famille, de l'isolement. Et puis ça, c'est un petit peu les premières réponses, ou en tout cas, premier pourcentage, même si c'est que sur 50 familles, de se dire que finalement, dans les 50 familles, il y a 93% qui ont eu des difficultés pour obtenir des aides, ce qui est énorme. La maladie a aggravé ou en tout cas causé 22% de divorces et de séparations pour les parents. 51% ont eu pour conséquence des tensions dans le couple. 61% des familles ont dû interrompre leur activité professionnelle, ou 25%, et en plus 25% adapter leur activité professionnelle. 15% se sentent isolés. J'ai été assez étonnée de cette réponse. Je pensais qu'il y aurait plus de familles qui m'auraient dit qu'ils se sentaient isolés. Et puis 70%, pour 70%, la maladie a causé des dépressions ou des troubles psychologiques. Donc voilà, pour finir, l'expérimentation permettra d'en tirer des leçons, ou en tout cas un enseignement. Et ce qu'on espère pour la fin de l'année, c'est de pouvoir justement transmettre ces bonnes pratiques, cette méthode, ce modèle d'accompagnement social. On travaille actuellement sur le 3e plan national maladies rares, et de dire l'importance de l'accompagnement médico-social, et qu'il y ait une assistante sociale par centre de référence me paraît extrêmement important, mais pas toujours entendu, parce que de recréer toujours des nouvelles structures, ou en tout cas de dire il n'y a pas de coordination, alors on va créer une autre structure pour coordonner, un autre réseau, etc. Je ne suis pas sûre que ça soit la solution. En tout cas, c'est un petit peu ce que je défends. Et si on pouvait déjà renforcer l'existant, les services existants, ou en tout cas une assistante sociale par centre de référence, par centre de compétences, je pense que déjà on pourrait mieux travailler, ou en tout cas mieux coordonner, et proposer des solutions un peu plus satisfaisantes qu'actuellement. Mais ce n'est pas toujours entendu, et c'est vrai que de créer des nouvelles structures, ça a plus de visibilité, et du coup on se dit bon voilà, on répond par ça, en rajoutant, et je pense qu'à un bout d'un moment on peut être perdu. Alors même les professionnels sont perdus, donc pour les familles j'imagine que c'est encore plus compliqué. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Je vous laisserai un peu la parole pour ça. Enfin, en tout cas, quelle solution apporter pour justement cette meilleure coordination entre les centres de référence et puis tous les partenaires, les MDPH, les écoles, les CAMS, les CESAD, etc. J'en oublie plein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux coordonner ? Voilà. Il faut une assistance sociale par centre de référence, et c'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire, absolument. Oui, ça je suis intimement persuadée de ça, et finalement à chaque fois on veut toujours recréer des choses. Ah non, on va recréer un réseau, une structure, etc. pour faire le lien, mais comment on fait pour arriver jusqu'à cette structure ? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui oriente. Donc à chaque fois, on se retrouve dans la même situation, de recréer des choses, etc. Vous vouliez dire quelque chose ? Recréer quelque chose, surtout que tout existe. Pardon. En fait, tout existe déjà, donc ça ne sert à rien de recréer des choses. Il y a des choses qui existent aussi bien dans l'éducation nationale, dans la MDPH, etc. Et tout ce qui concerne les problèmes de scolarité qu'on entend, vous parliez toujours de mode partagé, etc. Nous, on a essayé de le mettre en place, moi personnellement, entre la scolarisation à domicile et puis une scolarité dans un centre de loisirs. Donc nous, on est intervenu avec un centre de loisirs. Donc on n'a même pas eu besoin de la MDPH. Nous, on a eu l'aide en fait d'un syndicat communal Drôme-Ardèche. Et en 15 jours, on a eu les aides qu'il fallait. On a eu des accompagnants, on a eu des personnes, des médecins qui nous ont accompagnés. On nous a dit, pas la peine de passer par la MDPH. Et on a eu tout simplement une personne qui venait, une personne qui accompagnait un enfant une journée par semaine. Et on n'est pas et de côté, si on était passé par le circuit
MDPH, PPS, éducation nationale, on aurait mis 8 mois. Là, en 15 jours, on a eu, on va dire, une socialisation d'une journée par semaine, avec une personne qui accompagnait, qui n'était pas formée particulièrement, mais qui avait envie. Mais les choses, ils existent, que ce soit à Paris, en province ou dans les petits villages, tout existe, tout est là. Mais simplement, il suffit que ça soit dans un centre de loisirs. Après, il faut peut-être aussi, au niveau de l'éducation nationale, repenser en fait qu'est-ce que c'est que l'inclusion d'une personne différente dans l'école. Est-ce qu'on a envie que la personne différente aille à l'école? Après, il faut repenser aussi tout le parcours scolaire. À quoi sert l'école? On dit que l'école, c'est un lieu de socialisation. Pourquoi pas? Si on dit, si on pensait dire, l'école, ça va être un lieu de socialisation, on va faire rentrer les parents, on va faire rentrer les professionnels de soins, on va faire rentrer les personnes qui sont chargées du périscolaire, mais ça veut dire qu'on va repenser sur la semaine l'école. Et l'école, c'est plus un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de socialisation. Et l'enfant, il est au centre, l'enfant, il est inscrit dans une école, et ce sont les professionnels qui viennent. L'idée, donc, c'est que s'il y avait une assistante sociale par centre de référence, elle serait un peu le chef d'orchestre de toute la prise en charge, enfin, psychosociale, disons plus généralement, c'est ça? C'est ça l'idée? Il y a déjà des assistantes sociales. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas dans les centres de référence. Donc, elles sont sensibilisées au fur et à mesure en voyant les difficultés qui sont apportées, etc. Mais qu'il y ait quelqu'un qui se forme au fur et à mesure par l'expérience et sur le terrain, ça, ce ne sera pas un problème. Mais son métier, c'est ça. C'est justement de coordonner, de faire le lien avec l'extérieur, contrairement à beaucoup d'autres professionnels de l'hôpital qui ne vont pas forcément appeler, coordonner, etc. Mais elle, son métier, c'est ça. Donc, si déjà il y en avait une par centre de référence, je trouve que ce serait déjà quelque chose de plutôt bien. Mais après, moi, c'est ce que je pense. Donc, et c'est ce que je vois avec l'expérience et de voir qu'on crée des nouveaux réseaux ou des nouvelles structures à l'extérieur, finalement, on n'arrive pas à coordonner parce qu'ils ne sont pas aussi au sein de l'hôpital, parce que c'est aussi coordonné avec l'extérieur, mais en interne aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans les centres de référence ici, il y a combien d'assistantes sociales? C'est ça, voilà. Il y a Anne pour tout le monde, toi sur cette expérimentation très particulière, mais l'idée, donc il y a un projet quand même enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de projet. Qu'on va nous allouer. Je veux dire, après, on choisit de dédier une partie des ressources qu'on aura à renforcer le pôle assistante sociale. Mais nous, l'assistante sociale et les communes, à tout le département. Ce que disait Sixtine, c'est que puisqu'elle fait partie des groupes de réflexion qui travaillent sur le plan national maladie rare 3, c'est que toi, tu œuvres pour qu'il y ait une assistante sociale par centre de référence. Est-ce que tu peux dire, Sixtine, qu'il y a une spécificité maladie osseuse, je ne sais pas, maladie, voilà, les autres centres de référence qui existent ici. Est-ce que l'assistante sociale, elle nécessite d'avoir une formation particulière sur le sous-jacent, tu vois, de la maladie? Oui, mais ça dans les maladies rares, oui. Vous pouvez répondre à ça. Parce que moi, en fait, je représente les parents dans un département. Voilà, je suis administrateur dans une fédération de parents d'élèves pour les questions de handicap, donc je m'occupe. Et donc, je vois une diversité de situations dans le cadre des maladies rares parfois et hors cadre maladies rares. Et moi, je vois vraiment une
enfin, moi je rejoins votre analyse totalement, et la clé, elle est justement dans la possibilité d'avoir un bon soutien dans les centres de référence et de compétences, parce que c'est pour que arrive en MDPH un dossier avec toutes les spécificités qui sont liées à la maladie rare et qui souvent rendent les dossiers beaucoup plus complexes que sur des pathologies très très définies, ou la MDPH aussi qui est souvent avec ses contraintes de volume de dossiers, etc., qui va avoir peut-être tendance à avoir des, entre guillemets, des grands plans bien définis, qui fonctionnent bien pour des grandes catégories de handicap. Là, si on peut arriver à ce que les dossiers ils arrivent fléchés avec une étiquette maladie rare et à ce qu'il y ait un temps qui soit pris en MDPH pour les étudier de façon un petit peu plus fine, ça c'est une chose, mais finalement il faut aussi qu'ils soient bien préparés, et donc pour ça il faut des assistantes sociales dans les services de génétique, et il faut que ce soit en proximité pour que les assistantes sociales elles puissent avoir aussi la connaissance du fonctionnement de leur MDPH dans leur circonscription, parce que enfin voilà, il y a une hétérogénéité aussi, c'est lié voilà, les politiques du handicap. Alors il y a certainement des volontés d'harmonisation, mais aujourd'hui sur le territoire, entre deux départements qui peuvent être voisins, on peut avoir des approches qui sont différentes, même si c'est la loi normalement qui est censée s'appliquer pour tous. La réalité aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est super important d'avoir plus de moyens, parce qu'aujourd'hui, moi, pour côtoyer des assistantes sociales dans les centres de génétique que j'ai pu croiser, elles ont beaucoup de travail. Voilà, et c'est vraiment stratégique pour que les dossiers passent mieux, dans de bonnes conditions en commission. Et sur la scolarisation, il y a une diversité de situations, c'est-à-dire qu'il y a toute la scolarisation au milieu médico-social, en milieu ordinaire. Si on lit la loi de 2005 qui a mis en place les MDPH, et voilà, et si on allait jusqu'au bout des objectifs qu'elle fixe, aujourd'hui la notion de parcours que vous décriviez, entre le milieu médico-social, le milieu ordinaire, enfin voilà, avec une prise en compte de tous les besoins de l'enfant. Voilà, idéalement, c'est à ça qu'il faudrait arriver. Voilà. En tout cas, pour répondre aussi à ta question, il y a quand même une spécificité maladie rare, ce que finalement les assistantes sociales ici ne se rendent pas forcément compte en plus, parce qu'au fur et à mesure, elles ont une certaine expertise de leur accompagnement. Et s'il y avait une assistante sociale par centre de référence, parce qu'elles ne peuvent pas suivre toutes les familles, parce que quelquefois la famille vient en consultation une fois par an. Donc si elles pouvaient aussi exporter leur expertise par quelqu'un proche du domicile, en identifiant un interlocuteur ou même une assistante sociale de secteur, pour la sensibiliser aux maladies rares, de pouvoir déjà, dès le départ, dès le diagnostic, pouvoir voir cette famille, établir un accompagnement bien précis, des étapes clés, qui peuvent être des points de rupture aussi à un moment donné. Si on pouvait déjà lancer cet accompagnement social ici dans le centre de référence et ensuite identifier quelqu'un de proche du domicile, ça serait déjà pas mal, je pense. Et de pouvoir justement transmettre cette expertise et cet accompagnement qui est si spécifique. Les assistantes sociales dans les différents secteurs, dans les départements, elles existent. Et il y en a beaucoup qui sont demandeuses de formation. Donc c'est vrai que ça serait justement, même dans le plan national maladie rare, de mettre en place des formations, parce que les personnes existent, les groupes existent, et ça permettrait de faire des relais. Par rapport aux associations, comment concrètement pourrait s'organiser, puisque nous, on est un petit peu à la demande de beaucoup d'adhérents, par rapport à ces points sociaux, mais comment concrètement pouvons-nous relayer, vers qui pourrions-nous avoir un soutien pour aider ces gens, parce que nous, ça se multiplie par X nombre à l'heure actuelle.
Par exemple, dans ma grille d'entretien standardisée, j'ai une partie association. Donc c'est déjà donner l'information que l'association existe. Donc il y a un meilleur partenariat avec les associations. Ce qu'actuellement ne font pas forcément toutes les assistantes sociales par manque de temps aussi. Parce que la priorité c'est l'école, parce que la priorité c'est ça. Et du coup de travailler ensemble c'est une richesse, ce serait un plus. Mais est-ce que vous orientez vers l'assistante sociale? De secteur, mais qui? Puisque, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des choses spécifiques en tant que maladie rare. Il faut orienter vers l'assistante sociale de secteur ou du centre de référence ou du centre de compétences. Partir sur le centre de référence et le centre de compétences. Et après, voir s'il y a une assistante sociale localement. Oui, parce que ça peut être un point. Ça peut être un point d'entrée, justement, du coup, l'association. Et du coup, de pouvoir orienter après. Puisque nous, c'est vraiment, à l'heure actuelle, c'est vraiment beaucoup de demandes. Il faut renvoyer vers le centre de compétences ou de référence de proximité, constitutif de proximité. Est-ce que c'est le fait que vous fassiez des permanences actuellement, une fois par mois à l'hôpital? Non, ça n'a rien à voir. Ok. C'est toujours d'actualité, la question ou c'est... Non, c'est juste que, moi, pour avoir vu justement, vous avez même des assistantes sociales dans les MDPH. Vous avez des assistantes sociales de secteur. Et moi, donc, il y a, parfois, par manque de temps ou de moyens, on va renvoyer des familles vers des assistantes sociales de MDPH ou de secteur. Mais on ne remplacera jamais l'assistance sociale qui est in situ dans le centre de génétique, parce qu'on est souvent sur des prises en charge avec les maladies rares qui demandent l'intervention de beaucoup de médecins, qui chacun va avoir un éclairage qui est déterminant sur un des aspects qui va être relié au projet de vie de l'enfant, et de pouvoir avoir quelqu'un qui coordonne tout ça et qui derrière va pouvoir aider à matérialiser ça dans le projet de vie. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui n'est pas en lien direct avec les médecins va pouvoir le faire avec autant de qualité. Donc derrière, si on n'a pas ce niveau de qualité dans l'élaboration du dossier MDPH avec le projet de vie, on n'aura pas la qualité de la compensation du handicap. Au moins, voilà. C'est une première demande, quoi. Sur une première demande, voilà, parce qu'après, et puis de mesurer le degré d'autonomie des familles, parce qu'il y a des familles qui vont être, voilà, une fois soutenues, une première fois, vont être capables, entre guillemets, de reproduire et d'adapter les petits modules qui vont avoir bougé dans la vie de l'enfant. Mais une famille qui n'est pas autonome, elle aura besoin d'être soutenue peut-être voilà, de façon un petit peu plus structurée à chaque fois. Il y a des familles qui sont capables et puis qui sont fatiguées à certaines périodes. Bon, il y a des périodes, il y a des dossiers, je ne peux pas les faire parce que je suis fatiguée. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir une assistance sociale juste pour me motiver, quoi. Et pourtant, je suis capable. Je veux dire, voilà. Pour bloquer 1 heure, par exemple, de son temps sur ce dossier, et puis le faire, et puis oui. Parce qu'il y a des moments où c'est plus dur. Oui. On en fait 1, 2, 3, au 5e. Oui. Ouais. Faut trouver l'énergie. J'avais une question complémentaire à vous poser. L'histoire que vous avez racontée tout à l'heure, c'était une démarche personnelle, c'était une démarche de l'association par rapport à... Au départ, c'était une démarche personnelle. Au départ, c'était une démarche personnelle, parce que nous, on avait mis en place, notamment pour mon fils, un parcours avec PPS, MDPH, etc. Donc on a mis la durée, donc 1 an avant, donc on a mis en place le PPS qui mêlait scolarisation à la maison et puis pour une rescolarisation dans une école. Ça a été validé par la MDPH de Savoie. Et la difficulté, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a mis en place l'année précédente, le problème, c'est qu'il y a eu un manque de coordination quand la notification MDPH est tombée. Rien n'était mis en place en septembre. Donc, tout ce qu'on a mis en place, après, il a fallu pour trouver des interlocuteurs au niveau de l'éducation nationale, ça a été très difficile. Pourtant, on avait l'avis de l'inspecteur, on avait l'avis de la direction académique, on l'a chargé de mission dans le langage, etc. Et ce projet, en fait, de scolarité partielle, scolarité à domicile et moitié à l'école, ça a marché. L'auxiliaire de vie scolaire était là, même si le problème, c'est que l'éducation nationale a attendu le moment de la notification pour recruter.
Donc ça a mis 4 mois pour recruter, donc l'AVS est venu 4 mois après. Donc nous, on a essayé de rentrer en contact avec la direction académique du département. Et le problème, c'est qu'il y a encore des verrous. En fait, on ne sait pas très bien. En fait, c'est un manque de coordination. C'est-à-dire que l'éducation nationale a attendu vraiment le dernier moment pour recruter cet AVS. Et alors que ça aurait pu se faire, comme j'ai discuté avec le directeur de la MDPH de l'époque, tous les éléments étaient là. Hein. Les éléments de PPS étaient là. L'éducation nationale participait à la rédaction du PPS. Et le problème, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est qu'on a essayé de regarder pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation, alors qu'ils avaient tous les éléments pour pouvoir prévoir le recrutement d'une AVS. Donc après, nous, on a continué avec le mode scolarité. On a été aidé par un centre d'enseignement à distance sur Bruxelles, à la place. Et c'est vrai que c'est un mode qui a marché. Donc l'enseignante référente était ouverte. Et c'est elle, et justement, alors les enseignantes référentes, quand il y a des problèmes de scolarité, sont très importantes parce qu'elles ont un rôle de coordination. Et nous, on est arrivés pour pouvoir mettre en place cette scolarisation, justement grâce à l'enseignante référente. Et ce sont un peu les personnes qui sont oubliées, c'est que ils sont vraiment un relais important entre la famille et l'éducation nationale. Parce que les familles, quand elles veulent mettre en place un parcours de scolarité, quand elles savent pas, au niveau de l'inspection académique, il y a plein d'interlocuteurs et les parents sont perdus. Et la première personne à prendre contact, c'est l'enseignante référente. Parce que c'est elle qui sait vers qui se porter. Nous, après, on a eu l'avis de l'inspecteur et c'est parti. Et après, le projet de rescolarisation, il a marché. Et alors après, l'éducation nationale n'a pas voulu se remettre en question. Dans un autre département qui est la Drôme, nous, on a réussi à refaire une rescolarisation partielle avec un centre de loisirs. Et on a eu tout de suite un directeur de centre de loisirs qui nous a dit « Moi, je prends tous les enfants. » On lui a proposé de faire un dossier MDPH pour avoir des aides, pour avoir des auxiliaires de vie, etc. Lui, il nous a dit « Non, non, vous vous occupez pas de ça, moi je m'en occupe. » Et il est passé par tout simplement le syndicat communal Drôme-Ardèche. Et c'est le syndicat communal qui a financé une accompagnante, une personne de service. Une personne de service qui a intervenu une journée par semaine et qui accompagnait les animateurs et aides-animateurs. Est-ce qu'il y a un budget ? Non, pas particulièrement. Non, il n'y a pas de budget, ça faisait partie du budget communal, intercommunal. C'était le syndicat intercommunal. Et c'est pareil, nous on est en lien avec des assistantes sociales du secteur, du département de la Drôme. Et là encore, on les a rencontrés et elles nous ont dit, quand on les a informés, on leur a parlé de centre de référence, etc. Elles ont ouvert les yeux, grandes ouvertes. Nous, elles sont vraiment en demande de formation. Et c'est vrai que la première chose qu'elle nous a dit, mais nous, on n'est pas formés là-dessus. Quand je lui ai présenté la plaquette du centre de référence, son premier réflexe a été de le photocopier, quoi. Moi, je lui ai dit, vous avez toutes les infos et tout. Et le tout, il y a des gens importants, ça peut être les assistantes sociales de secteur, les enseignantes référentes. Nous, le projet de rescolarisation partielle, on a tout simplement pris contact avec cette enseignante référente. Puis après, elle a pris contact avec l'inspecteur qui a proposé le projet de rescolarisation. Puis après, on est passé par le circuit PPS, etc. En l'occurrence, dans vos échanges, vous avez parlé de plaquettes, centre de référence, quels sont les outils qui peuvent être utiles pour faciliter le dialogue et donner des éléments concrets d'information ? Ça a été la plaquette du centre de référence avec toutes les informations. Voilà, ça leur suffit. Simplement, s'il y a un nom d'une assistante sociale du centre de référence, ça peut être le service, si jamais il y a des parents qui ont des besoins en matière de consultation, de diagnostic. Après, ça peut être la liste des enseignantes référentes de secteur. Parce que pareil, les parents, souvent, ils ne savent pas qu'il y a une enseignante référente qui est chargée de les orienter, parce que l'enseignante référente, elle peut aider même dans la mise en place du PPS, du projet de vie.